quelques années à peine, 90% de la demande mondiale émanera de l'extérieur de l'Europe. Dans cette édition, Real Economy explore nos relations commerciales, en particulier avec nos principaux partenaires et avec les pays émergents. Plusieurs questions au programme. Pourquoi est-ce important pour l'avenir économique de l'Europe de conclure des accords solides avec nos partenaires commerciaux? De quelle manière ces relations ont-elles évolué et mûri? Enfin, comment ceux avec lesquels nous négocions nous voient-ils en tant qu'Européens? Pourquoi ce coup de projecteur sur le commerce international? Figurez-vous que si l'Union européenne arrivait au terme des discussions sur tous ces accords de libre-échange, cela pourrait aussitôt faire grimper son PIB de 275 milliards d'euros. Ce qui reviendrait à intégrer un pays de la taille de l'Autriche ou du Danemark et augmenterait le nombre d'emplois de 2 200 000 postes. Mais commençons par notre cours accéléré pour mieux comprendre en quoi consiste un accord de libre-échange. Un accord de libre-échange a pour but de réduire les barrières commerciales entre les pays. De manière générale, ces entraves protègent les entreprises et les marchés locaux et souvent prennent la forme de contingents tarifaires. Par exemple, les droits de douane appliqués par les États-Unis aux camions et camionnettes commerciales importés. Les restrictions réglementaires, les procédures douanières, les droits de propriété intellectuelle, les politiques de concurrence sont autant d'obstacles non tarifaires. Objectif d'un accord de libre-échange, réduire, voire éliminer ce genre de barrières, ce qui permet aux pays signataires de baisser les coûts et de simplifier les démarches quand ils exportent vers leurs nouveaux partenaires commerciaux. Pour les consommateurs, cela veut dire plus de produits disponibles et des prix plus faibles. L'un des inconvénients de ces accords, c'est qu'une économie de petite taille fasse beaucoup de concessions à long terme, alors que son partenaire plus grand rechigne à lever la majeure partie de ses entraves commerciales. Les accords de libre-échange prennent une importance cruciale en période de crise, la première réaction des États consistant à se montrer plus protectionnistes. Au niveau mondial, les restrictions au commerce ont augmenté en 2013 par rapport à l'année précédente. L'Union européenne a conclu des accords avec 50 pays, des discussions sont en cours avec la Chine et l'accord avec les États-Unis est âprement débattu. Quelles sont les implications de nos relations commerciales? Le reportage de Chiara Reid. Ces meubles vous sont peut-être familiers. L'entreprise néerlandaise Droo s'est fait un nom dans le monde du design dans les années 90 et aujourd'hui vend ses produits un peu partout, en respectant à chaque fois les prérogatives d'un accord commercial différent. Actuellement, nous exportons pas mal vers les États-Unis avec souvent une différence au niveau des éléments techniques. Par exemple, en matière d'éclairage, en Europe, les certifications CE sont nécessaires, tandis qu'aux États-Unis, nos produits doivent être homologués UL. En raison de notre taille, on a du mal à faire face aux barrières commerciales. Nous, ça nous convient de suivre les réglementations les plus strictes, mais elles doivent être uniformisées au niveau mondial. Dans les négociations avec les États-Unis sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, la tentation est grande pour chaque partie de fixer des lignes rouges, de ne pas mettre tous les secteurs sur le même plan et d'en protéger certains. C'est un élément de blocage, comme on a pu le voir par exemple lors du cycle de Doha à l'OMC. Je pense que notre relation commerciale avec les États-Unis est assez vaste. Les échanges transatlantiques atteignent environ 2 milliards d'euros par jour. Ils représentent quelques 15 millions d'emplois de part et d'autre de l'Atlantique. Et ils contribuent très largement à notre PIB au niveau de ce continent, comme en Amérique du Nord. Le port de Rotterdam, la plus grande zone de transit européen en matière d'import-export, est l'une des plaques tournantes de ces échanges. Les États-Unis et l'Union européenne représentent le plus important partenariat commercial. Leurs échanges comptent pour la moitié du PIB mondial et un tiers du commerce sur la planète. Les tarifs douaniers sont inférieurs à 3%, mais les obstacles non tarifaires abondent. Ces entraves concernent la protection de la santé publique, de l'environnement ou des réglementations sur lesquelles les gouvernements ne veulent pas faire de compromis. Les accords commerciaux sont une très bonne chose pour nous parce que petit 1, ils font toujours croître les échanges, petit 2, ils font baisser les coûts. Donc en tant que port, en particulier quand on travaille sur de grandes quantités, on est très content de ces accords.
Nous accueillons à présent Jean-Guy Carrier, actuel secrétaire général de la Chambre de commerce internationale et ancien collaborateur de l'Organisation mondiale du commerce. Les accords multilatéraux ne sont pas très solides aujourd'hui. Sont-ils vraiment meilleurs que les accords bilatéraux? Dans le monde de l'entreprise, on préfère toujours une approche multilatérale plutôt que bilatérale parce que le côté négatif des relations bilatérales, c'est qu'il existe plus de 400 types d'accords régionaux et bilatéraux et que les règles changent sur chaque marché. Donc, si vous êtes une PME et que vous voulez vendre vos produits et que vous n'avez pas de service juridique, c'est parfois une tâche très compliquée. Dans le cas d'un accord multilatéral, les mêmes règles s'appliquent à tous. C'est plus simple. Vous vendez partout dans le monde, vous avez la certitude que les conditions d'entrée du marché seront toujours les mêmes. Et donc, on peut s'y conformer. Mais cela va prendre du temps de mettre en place une situation uniformisée. Où constatez-vous les plus grandes avancées en la matière? Il y a des compromis qui voient le jour sur les normes. Ce sont des mesures très sensibles qui, pour certaines, concernent les normes sanitaires. Par exemple, pour emballer et transporter par bateau des fruits depuis le Nigeria, il faut respecter certaines normes pour laver les fruits, les mettre dans des caisses et les transporter. Des pays utilisent ce genre de réglementation comme mesure protectionniste. En quelque sorte, ils exagèrent l'importance de tout cela pour empêcher de nombreux pays, pauvres en particulier, d'accéder à leur marché. Il existe une lueur d'espoir en vue d'aboutir à un début d'harmonisation de ce genre de réglementation. Donc si une norme est en vigueur pour exporter une tomate vers l'Europe, elle ressemblera à celle que l'on doit respecter pour exporter une tomate au Canada, aux États-Unis ou au Mexique. Comme les choses avancent lentement à l'OMC, les accords bilatéraux ont gagné de l'importance, en particulier ceux conclus avec des pays à la croissance rapide. Dans le secteur des high-tech, l'Europe et les États-Unis perdent inexorablement des parts de marché face à l'Asie. Celles-ci représentent non seulement des marchés potentiels pour nous, mais nous devons aussi attirer ces entreprises. Comment sommes-nous vus par les entrepreneurs des pays émergents? Les réponses de Giovanni Maggi. Tête de pont des grands groupes opérant dans les IT, les technologies de l'information, la défense à Paris. La plupart de ces entreprises travaillent avec des partenaires étrangers, notamment indiens. Au cours des 10 dernières années, les sociétés indiennes ont investi en Europe l'équivalent de 43 milliards d'euros. Les 2 tiers ont servi à financer des fusions et acquisitions d'entreprises existantes, le reste a lancé de nouvelles activités. Tata Consultancy Services, une entreprise indienne spécialisée dans les services IT aux professionnels, a racheté l'an dernier la société française Alti et embauché 300 personnes. En 12 mois, son activité a fait un bond de 51% en Europe, une zone stratégique pour le groupe. Il est certain que nos liens avec l'Europe se développent bien, mais un accord de libre-échange renforcerait encore ces liens. D'après les experts, si un accord est signé, les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Inde pourraient doubler en l'espace de 2 ans et passer de 80 à 150 milliards d'euros par an. L'Union européenne négocie depuis 2007 un accord de libre-échange avec l'Inde. Principaux points de divergence, l'agriculture, les normes en matière de travail et les médicaments génériques. Les accords de libre-échange ne sont pas simples à conclure. Chaque partie vous le dira, cela prend du temps. Dans la plupart des cas, il est facile de s'entendre sur les 95 premiers pourcents. C'est le niveau de sécurité, pourrait-on dire. Mais pour les 5 derniers pourcents, c'est long et cela peut souvent retarder le processus. Des groupes indiens voient des opportunités de développement en Europe, dans le domaine des technologies de l'information, mais aussi dans les secteurs pharmaceutiques et automobiles. Les entreprises indiennes, comme toutes les multinationales, attendent un retour sur investissement. Elles savent qu'investir en Europe est une opération sans risque. Le modèle économique que l'Inde a développé ces 2 dernières années est très proche du modèle viable que l'Europe a mis en œuvre.
Nous sommes toujours avec Jean-Guy Carrier, secrétaire général de l'ICC. Comment trouver le bon équilibre entre ambition et réalité quand on a affaire à des pays sur des marchés émergents? L'enthousiasme autour de nouveaux accords de libre-échange concerne en partie des méga-accords régionaux. Ils représentent une bonne chose, du moins les entrepreneurs les voient comme une évolution positive. Le problème, c'est qu'ils laissent de côté la plupart des pays dans le monde et qu'ils les privent des avantages de ce genre d'accords. On doit avoir un dynamisme multilatéral qui joue le rôle de compensation et qui s'assure que principalement les pays pauvres et ceux qui sont plus développés bénéficient eux aussi de ces ouvertures de marché. Et si on ne le fait pas, on va créer au niveau économique mondial une inégalité extrême qui n'a pas lieu d'être. Que diriez-vous pour convaincre les gens en Europe que le libre-échange est une bonne chose? Oui. Sans être partial. Beaucoup de gens sont persuadés, pas seulement en Europe, que d'une certaine façon, le commerce international les prive d'emploi et ancré dans les pays pauvres. Mais ce genre de conviction, franchement, ne résiste pas à une évaluation rigoureuse des choses. Et c'est aussi une affirmation qui n'a pas été réfutée par les responsables politiques. Le commerce crée des emplois et la tendance inverse, à savoir les mesures protectionnistes qui ont été prédominantes ces dernières années, aboutit à leur destruction. Dans des pays comme ici, la France, il existe des entreprises championnes de l'export comme nulle part ailleurs dans le monde, et cela génère des emplois en France. Quand la France ou l'Allemagne vendent des voitures en Chine et le marché y est florissant, et que tout d'un coup ces pays imposent des restrictions à l'importation de panneaux solaires chinois ou d'autres produits en provenance de Chine, il est évident qu'il y a un impact et que vous commencez à bloquer les perspectives de création d'emplois sur votre territoire. Le commerce international donne le vertige en raison de son ampleur. Il devrait encore croître de plus de 4% cette année, malgré un contexte parfois protectionniste. Encadré de manière appropriée, il peut aussi être une source de création d'emplois et de richesses pour les populations. Merci de votre attention. À bientôt.